Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau débat placé sous le thème « Quels outils, quels acteurs pour la lutte anti-corruption ?» Le Congo, comme vous le savez, a engagé depuis une dizaine d'années une vague d'action pour lutter contre la corruption. Toutefois, les autorités, notamment le président de la République, le Parlement et le gouvernement reconnaissent que la corruption est un fléau qui ronge l'économie nationale. À la place de la Commission nationale de lutte contre la corruption et l'Observatoire anticorruption, dissous en 2018, les autorités proposent aujourd'hui une haute autorité de lutte contre la corruption. On voit bien que les gouvernants sont à la recherche de la meilleure solution possible pour arrêter ce mal. Quels outils, quels acteurs pour la lutte anticorruption? Avec moi sur ce plateau, monsieur Joachim Banza. Bonsoir. Bonsoir, mon cher Alex. Vous êtes journaliste et patron du nouveau journal qui a vu le jour il y a quelques semaines déjà dans Brazzaville, Horizon Africain. L'Horizon Africain, merci bien. Et en face de vous, j'ai monsieur, c'est un homonyme, monsieur Meksan Animba. Bonsoir. Et vous êtes président du Forum pour la gouvernance et les droits de l'homme, c'est bien cela? Oui, c'est bien. Et juste à gauche de monsieur Joachim Banza, j'ai monsieur Christian Rigui Bouanga. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Foucault. Vous n'êtes plus à présenter, hein? Vous êtes analyste, vous êtes juriste. Si vous le dites. Et puis vous êtes membre du cercle de réflexion énergie républicaine. La République, c'est vous. Ces questions, c'est vous aussi. Exactement, cercle de réflexion énergie républicaine. Et c'est à ce titre, entre autres, que j'ai été flatté et heureux que vous m'invitiez à offrir ma petite contribution, n'est-ce pas, à l'intérêt de ce débat. Et en face de vous, j'ai monsieur Welcome Amour Joseph. Vous êtes président et coordonnateur de l'ONG Afrique Émergence. C'est bien cela? Chers messieurs, êtes-vous sûr que la Commission nationale et l'Observatoire anticorruption n'ont pas été efficaces? Monsieur Meksan Animba. Merci beaucoup. C'est l'efficacité. Bon, ça dépend à partir de quel instrument de mesure on va évaluer l'efficacité ou pas. Mais ce qui est sûr, c'est que la corruption ne s'est pas arrêtée. Depuis, on en parle toujours et le phénomène est toujours là. Est-ce que c'est forcément l'efficacité de l'outil ou plutôt qu'on n'a pas eu la bonne approche pour attaquer ce fléau, ce fléau? En tout cas, le problème, il est toujours là et il est entier. Est-ce que c'est la faute à la corruption? Est-ce que c'est la faute à cette commission? Est-ce que c'est la faute au dispositif qu'on a mis en place? La question reste entière parce que le problème, lui, il reste entier. Monsieur Joachim Banza. Poser uniquement le problème de l'efficacité des instruments ou de l'instrument ou d'une institution qui a été mise en place pour lutter contre la corruption ne serait pas prendre le problème dans sa globalité. Il faut aussi voir le comportement des gens, des citoyens, le comportement des gouvernants, des fonctionnaires, des hauts cadres par rapport à ce fléau. C'est vrai qu'il continue de sévir au niveau de la société congolaise et tout. Donc, on peut, il est vrai, soulever la question de l'efficacité de l'institution, mais je crois qu'on ne peut pas éviter de l'autre côté la question du comportement des acteurs. Monsieur Welcome Amour, Joseph, vous êtes président et coordonnateur de l'ONG Afrique Émergence. Et il y a quelques jours, vous aviez tenu une réunion, une assemblée autour des questions parlant de la lutte contre la corruption auprès des jeunes. Est-ce que vous pensez que la Commission nationale et l'Observatoire anticorruption, ces deux outils, n'ont pas été efficaces? Moi, je soutiens personnellement cette thèse pour dire que ces outils n'ont pas été efficaces. Quand je parle des outils, je fais allusion aux différentes procédures mentales à appréhender en vue d'éradiquer ce phénomène. Quoi, par exemple? Par exemple, lorsque nous parlons de l'efficacité des outils tout à l'heure, je venais de vous faire part d'une contribution que c'est l'efficacité morale. Moi, c'est-à-dire que la psychologie, d'abord des agents de la dite commission, et y compris de la population, comment est-ce qu'ils entendent prendre ou parler de la corruption. C'est ça d'abord le grand problème. Problème psychologique d'abord, y compris des membres de la dite commission et aussi de la population dont moi je fais partie intégrante. Monsieur Bonga. Une certaine presse,
sur laquelle je suis tombé par hasard, à identifier les causes, entre guillemets, de la dissolution de ces institutions en le non-respect de la présomption d'innocence et dans le non-respect du principe du contradictoire. Bon. Si cela était avéré, évidemment, on peut penser que de telles approches ne vont pas dans le sens de l'optimisation, n'est-ce pas, des interventions attendues de telles institutions dans la lutte contre la corruption, la fraude et autres infractions assimilées. Pour revenir à une notation, moi, j'adonne à ces institutions défuntes, hélas, une bonne note. J'aurais tenté de dire très bonne, mais bonne note. Sur une échelle de 20, j'accorderais volontiers 13. Pourquoi ? Parce que j'ai été heureux de constater que dans le langage du Congolais ordinaire, il est apparu cette phrase. Et elle vous fera peut-être rire. Tu veux que l'Amir Nguélé vienne me prendre ? Par exemple. C'est dire qu'il y a eu un impact psychologique. C'est dire qu'il y a eu une certaine action positive dont les gens ont pu voir l'efficacité. Et c'est dire que, nécessairement, le modus operandi qui a été celui de la Commission nationale de lutte contre la corruption et la fraude a eu une résonance extérieure qui a un moment suscité dans les populations congolaises l'espoir d'une action positive. Et comme très peu d'institutions ont de tels retours, n'est-ce pas, les populations, sincèrement, permettez donc que j'augmente la note de cette commission défunte d'un point plutôt que 13, 14 sur 20. Est-ce que ça veut dire que, pour M. Christian, c'est évidemment l'efficacité là, mais ces animateurs, pour revenir à M. Josien Banza, qui pensent qu'il y a peut-être un problème d'influence de la politique ou des politiques vers ces messieurs-là, est-ce que ces animateurs ont-ils, selon vous, bien travaillé ou pas, nonobstant le clivage politique, ou l'homme politique qui semble dominer surtout, pour ainsi dire? C'est sûr que, comme Christian vient de le dire, il y a eu des avancées. Il y a eu des avancées qui ont été faits. Il y a eu même des rapports tels qu'on ne les faisait pas avant. On a accédé à un type d'information qui démontre que il y a des comportements de corruption dans le pays. Donc, on peut reconnaître que la commission a battu un travail, que l'observatoire a aussi fait le sien, mais le phénomène pris dans son ensemble, effectivement, on n'avance pas tellement parce que, comme l'a dit tout à l'heure M. Welcome, il y a une implication morale. Il a parlé de la psychologie, mais je parlerai beaucoup plus de la morale. Il y a une implication de la morale. Et quand vous avez affaire à des acteurs politiques, c'est pas facile. Parce que il y a des questions sous-jacentes qui ne rendent pas facile, à ce moment-là, la lutte contre la corruption. Et donc, l'influence ne peut pas manquer. Il y a une inter-influence. Dès qu'il y a une personnalité qui est visée par une enquête, par une procédure, évidemment, si cette personnalité occupe une position de pouvoir, elle va s'arranger pour faire échec à la procédure. Et donc, il y a une inter-influence où l'institution, comme on dit, est forte pour avoir toute la capacité nécessaire de conduire son travail jusqu'au bout, où l'institution se retrouve dans un contexte qui est tel que il y a encore l'influence politique, il y a encore des acteurs qui peuvent exercer une certaine influence pour pouvoir, ne pas laisser que le travail aille jusqu'au bout. Monsieur Mexon, est-ce que vous pensez, comme le dit Joachim, on va le dire en termes plus clairs, que les membres de la Commission nationale et de l'Observatoire de lutte contre la corruption, anticorruption, ces membres n'ont pas été aussi efficaces face aux hommes au pouvoir? Est-ce que le pouvoir a été au-dessus de ces deux institutions? Moi, je ne vais pas évaluer l'efficacité des membres de ces institutions, mais je vais évaluer les institutions elles-mêmes. Quand en 2008, si je ne me trompe pas, la loi est approuvée pour mettre en place ces institutions, nous avons à l'époque déjà dit que ces institutions n'avaient aucune chance de réussir. Pourquoi?
on nous reprochait un certain pessimisme exagéré, mais on avait analysé le contenu de ces institutions, leur pouvoir, quels étaient leurs pouvoirs dès le départ, comment sont désignés les animateurs de ces institutions, quelles sont les marges de manœuvre qu'elles ont sur tous les points financiers, c'est-à-dire que comment fonctionne comment est approvisionné leur budget de fonctionnement, même sur le plan de redevabilité du fait qu'elles soient là. C'était pas un mécanisme tout à fait objectif. Ça veut dire que chacun est arrivé là derrière quelqu'un. Et quelque part, ceux qui sont arrivés là étaient redevables parce qu'ils n'avaient pas un mérite particulier par rapport à d'autres Congolais pour être là. C'est la confiance de ceux qui ont voulu qu'ils soient là, qui ont fait qu'ils soient là. Du coup, dès le départ, nous, on avait dit que la marge était très faible. Déjà, quand on prend ce qui aurait dû être le cœur de cette institution, l'opportunité de poursuite. Cet organe n'avait aucun pouvoir de poursuite. C'était simplement un pouvoir d'investigation. Après, les résultats de cette investigation ne dépendaient plus d'eux. Ça dépendait d'autres paramètres qui sont entre autres les arbitrages politiques aussi. Quelqu'un l'a rappelé ici avec d'autres mots. Monsieur Welcome veut réagir. Je vais réagir pour revenir encore à la première réponse que j'ai donnée, c'était la M. Jochin qui venait de compléter cela, rendre ça plus clair. Il a parlé de la morale. Moi, je pense que la procédure de la dite commission était un peu biaisée. Pourquoi biaisée? Parce que la première des choses, il faut faire comprendre à la population c'est quoi d'abord la corruption. Si je remonte un peu, je m'excuse, dans l'origine même du mot corruption, ça provient du mot latin qui signifie corruptus, qui signifie altération, putréfaction, mal. Alors, la question est de savoir, est-ce que les Congolais que nous sommes, personne n'a eu à faire le mal? Parce que le grand problème, c'est ça, monsieur. Lorsqu'on attaque les politiques, est-ce que c'est seulement les politiques qui sont inculqués dans cette affaire de corruption? Nous reviendrons sur cette question, mais pour l'instant, nous sommes d'abord sur l'efficacité de la Commission nationale et de l'Observatoire anticorruption. Nous nous posons la question, on parlera des Congolais aussi, mais nous nous posons d'abord la question, est-ce que ces deux institutions ont-elles été efficaces ou pas? Et dans votre développement, moi j'aimerais revenir à une question. Vous êtes président du Forum pour la gouvernance et les droits de l'homme. Qu'est-ce que le défenseur des droits de l'homme que vous êtes a pensé de ces institutions quand vous avez appris que ces institutions devaient être dissoutes? Dans l'histoire de la République, il y a pas mal d'institutions qui ont été dissoutes. Je prends comme ça là, dans le contexte électoral, les commissions d'organisation des élections, les dénominations ont changé avec le temps, avec les constitutions, mais ce n'est pas fondamentalement la dénomination qui va renforcer l'efficacité des institutions. Mais lorsque vous aviez appris que ces deux institutions qui ont bien travaillé, selon M. Gwanga, devaient être guillotinées, pour ainsi dire, disparaître, vous aviez pris ça comment? Vous serez étonné un peu dans l'indifférence parce que depuis le départ, on n'avait donné aucune chance à ces deux institutions, on ne donnait aucune chance. Et même à la fin, pour évaluer, même si notre collègue donne 14 sur 20, mais il faut avoir des indicateurs à partir desquels on va évaluer combien de corrupteurs ou de corrompus ont fait l'objet tout au moins des procédures du fait des investigations qui ont été réalisées par ces commissions. Ça nous permet de mesurer. Il y a des choses qui sont
sont pas des rumeurs, des choses qui sont avérées en matière des marchés publics. Je voudrais ni citer de faits, ni des personnes précises, mais on vit tous au Congo, on connaît ce qui s'est passé, il y a des choses qui se disent, mais des choses qui sont avérées. On n'a pas beaucoup vu ces deux institutions sur ces questions-là. Mais je voulais surtout dire, la corruption n'est pas que en matière de finances publiques, de marchés publics. C'est dans tous les domaines de la vie. Donc, quand on dit lutte contre la corruption, c'est pas seulement ceux qui attribuent de façon indue les marchés publics ou ceux qui font les paiements publics contre rémunération et de façon sélective en fonction de la rémunération qu'ils reçoivent, mais c'est tout le phénomène d'une rémunération indue en contrepartie d'un service indu de la part d'un agent public. Mais ce que je vais dire, si on prend ça comme ça là, je pense que le problème, il est entier. Mais je pense que ce n'est pas la faute des hommes qui ont animé. C'est les institutions qui n'étaient pas suffisamment efficaces. On aurait pu mettre n'importe quelle personne là, ça n'aurait rien donné. Je me retourne du côté de M. Jean-Charles Mbazan. Je vois que M. Banga va réagir tout à l'heure. M. Mekson Animba a dit quelque chose de capital. Il pense que c'était des institutions mortes depuis le début parce que les personnes qui placent ces animateurs-là, il y a une question de reconnaissance. Et par rapport à cette reconnaissance, vous me placez là, je ne peux pas moi me retourner contre vous. Mais est-ce que c'est comme ça que la République marche? Non, la République ne marche évidemment pas de cette manière-là. Vous avez à un moment donné parlé d'influence. Je crois que tout ça, il faut mettre là-dedans. Bon, on va dire, c'est vrai, on ne va pas empêcher ces inter-influences et ainsi de suite. L'ancien président américain Barack Obama avait dit que l'Afrique a besoin d'institutions fortes. Je crois qu'il faut insérer ces institutions dans ce contexte-là. Tant qu'on n'a pas d'institutions fortes, c'est difficile de limiter l'influence des hommes forts. Des hommes forts. Il faut avoir des institutions fortes. Et toutes les démocraties du monde qui se sont développées ont atteint ces stades-là. Donc, c'est un stade auquel nous aspirons. En tant que jeune démocratie, nous aspirons à cela, à ce que les institutions soient fortes. Et c'est ça que nous pouvons léguer comme héritage, justement, aux générations qui viennent. Bon, moi, j'avoue que le fait que notre pays, le Congo, ait mis en place ces institutions de lutte contre la corruption, c'était déjà une bonne avancée, un progrès. C'était pas un trompe-l'œil, selon vous? D'abord, c'est une volonté politique. Donc, ça a été voulu par quelqu'un. Le fait de lutter de manière claire contre un tel fléau répond d'une politique que quelqu'un a mis en place. Donc, je considère que c'est un pas en avant, c'est une avancée, c'est un progrès. Maintenant, ce que vous dites, est-ce que c'était en trompe-l'œil? C'est par rapport aux résultats. Tout à l'heure, Christian a expliqué, et je suis vraiment d'accord avec lui, et tout, même si moi je suis un peu réservé, je ne veux pas juger ces institutions-là seules, parce que c'est le contexte. Bon, mais Christian nous a éclairé sur le travail efficace que ces institutions ont abattu. Maintenant, on va dire, du point de vue du résultat, c'est vrai, c'est pas satisfaisant. On peut le dire aussi comme ça. C'est vrai. Ou, si vous voulez, on peut aller plus loin. Donc, trompe-l'œil, non, je ne pense pas. C'est difficulté de terrain. Les difficultés sont tout à fait objectives. Mekson l'a justement rappelé. On est dans un contexte où on n'a pas encore des institutions fortes. Donc, vous ne pouvez pas demander à une commission anticorruption de faire... D'ailleurs, il a bien rappelé ses pouvoirs. Ses pouvoirs, c'était quoi? C'était juste investiguer. Vous ne pouvez pas lutter contre la corruption sans avoir un appareil judiciaire qui a les moyens de son action. Et vous savez que dans l'appareil judiciaire, l'acteur principal, c'est le procureur de la République. C'est lui le super policier. C'est lui qui, mon cher Mekson, qui peut vous empêcher de dormir chez vous. C'est lui.
quels moyens a-t-il dans notre appareil judiciaire? Est-ce qu'il a les moyens d'investigation qu'il faut? C'est lui le patron de la lutte. Parce que quand on parle de corruption, je crois que c'est Welcome qui a tenté une définition, je suis tout à fait d'accord avec lui, et tout. Mais en réalité, c'est quoi? C'est les délits, c'est les crimes qui sont déjà définis dans le code pénal. On a tout là. C'est une façon un peu globale de parler des contraventions, des délits, des crimes. La corruption, c'est tout ça là, c'est mal. Il a utilisé le terme mal, c'est faire mal. Le droit a classé tout ça, je crois, c'est des délits, ainsi de suite. Donc, l'appareil, l'institution qui a le pouvoir de lutter contre ça, c'est la justice. On aura beau avoir une haute autorité anticorruption, si en aval, on n'a pas un appareil judiciaire avec des services de parquet bien outillés pour faire des enquêtes, j'ai bien peur qu'on puisse tomber dans le même résultat. C'est-à-dire qu'il ne soit pas satisfaisant, même si Christian a donné une très bonne note, voilà, justement, à tout ça. Parlons de Christian, vous allez réagir tout à l'heure, hein, mais allez-y, alors, allez-y. J'ai écouté 4 interventions différentes, j'ai tout le mal à en faire la synthèse, mais je vais faire l'effort de tenter d'apporter ma petite réaction à ce que j'ai pu entendre. Et naturellement, par des formations professionnelles, j'ai été intéressé par quelques aspects. Monsieur Mexon a dit tout à l'heure que la Commission nationale de lutte contre la fraude et la corruption souffrait du défaut d'opportunité de poursuite. Non, il ne s'agit pas d'un défaut. Pour la simple et bonne raison que partout au monde, l'opportunité de justice, de poursuite est le monopole du procureur de la République. Donc, toute institution qui vient en appoint de l'action judiciaire peut avoir tous les moyens à sa disposition, mais en aucune circonstance, l'opportunité de poursuite qui relèvera toujours, sous tous les cieux du monde, n'est-ce pas, des institutions judiciaires. Voilà. Ensuite, quant à savoir comment évaluer l'efficacité, moi, je prends un élément d'appréciation de cette efficacité que j'estime être pragmatique. N'est-ce pas? Parce qu'il m'a été appris quelque part que la richesse d'un ouvrage, institution ou livre, tient compte de la préciosité de son contenu, mais également de sa résonance extérieure. Puisque je n'ai pas les moyens d'aller dans les bureaux de cette commission pour savoir quel est le nombre d'enquêtes, n'est-ce pas, qui a été conduit, quelles ont été les conclusions qu'on en a tirées, etc., etc., moi, je m'en appréciation qui, ma foi, remplit les conditions du pragmatisme. La résonance est extérieure. Maintenant, pourquoi en certaines circonstances les gens ne sont pas satisfaits? Pour ce que j'appellerais des argumentum ad hominem. Un tel a dit, donc en fonction de cette réaction, je devrais, de ce qu'on appellerait des argumentum ad personam. Pourquoi un tel n'est pas en prison? Donc ça n'a pas marché. Mais attendez, savez-vous comment se construit un faisceau d'indices pour permettre, n'est-ce pas, d'établir de manière irréfragable que X est responsable? Parce que retenons une chose, la corruption, c'est le monopole des hommes intelligents. Excusez-moi, ces domaines-là ne sont pas ceux des idiots. Vous comprenez? Donc, quelqu'un qui se lance dans une opération de corruption, nécessairement prend des dispositions pour qu'en amont comme en aval, il n'y ait pas de traces. Est-ce que vous êtes intelligent? Pardon? Est-ce que vous êtes intelligent? Le mot est ça, ce n'est pas moi d'en juger. Donc, je dirais ceci, n'est-ce pas? En une matière comme le droit pénal, n'est-ce pas? Où le doute est proscrit, vous comprenez bien que la marge de manœuvre de tout ce qui a apprécié la responsabilité des uns et des autres est plus ou moins réduite. Un aspect. Autre aspect, celui du politique. N'est-ce pas? J'ai cru comprendre que, dans de nombreuses interventions que j'ai entendues ici, que c'est le politique qui freine, c'est le politique, parce qu'on n'a pas d'institution forte. Mais renonçons à ces clichés. Qu'est-ce qu'une institution forte? Qu'est-ce qu'un homme fort? À mon sens, professionnel du droit, une institution naît, n'est-ce pas, de dispositions qui l'ont instituée. Cette institution est forte selon le contenu de ces dispositions. S'il est compris à l'intérieur de dispositions exorbitantes du droit commun, de dispositions ne répondant pas à ce que j'appellerais le fil d'Ariane, n'est-ce pas, d'une science juridique précise à cet instant-là. Je prends un exemple. Si vous retrouvez dans un texte instituant un organisme public des dispositions relevant du droit privé, voilà une institution faible. À ce titre-là, je pense que nos législateurs sont d'une perspicacité suffisante, n'est-ce pas, pour nous produire des textes, mais en tout cas soutenables de par le monde. Qu'est-ce qu'un homme fort? Entre guillemets. Pourquoi son clore
Barack Obama dit les États n'ont pas besoin d'institutions, d'hommes forts, mais d'institutions fortes. Donc, conclusion, il prend par exemple les États-Unis d'Amérique, qui a des institutions fortes. Puis-je aujourd'hui dire que les États-Unis d'Amérique ont des institutions fortes lorsque l'on constate qu'ils ont fait l'objet leur président de la République et qui, pour en diminuer l'efficacité, a eu à limoger certains membres de l'exécutif. Puis-je le croire? N'est-ce pas? Si l'on doit prendre la France comme modèle d'institution forte, puis-je croire que dans un pays où il y a des institutions fortes, on ait pu vivre le cas Barack Obama, Benalla? Je ne crois pas. Vous comprenez? Et justement, contrairement à ce que disent ces gens, les institutions ne valent que les hommes qui les animent. Il faut bien qu'il y ait des hommes forts pour donner un contenu, n'est-ce pas, à certaines institutions. À ce niveau-là... Parlons des hommes forts pour donner un contenu. Des gens de caractère, excusez-moi. Vous êtes dans la deuxième question et je la pose, mais vous allez répondre. Je vous en prie. Allez-y. Je disais que je réalisais après 4 interventions et qu'il était donc un peu normal que, heureusement, que je fais l'effort de mémoire de synthétiser un peu ce contenu. Voilà. Maintenant, quant à toutes mes excuses, quant à l'action des hommes forts, n'est-ce pas, et à l'action réelle ou supposée des politiques, que vais-je dire? Que je ne crois pas qu'en présence de textes prescrivant des démarches précises, la seule volonté politique ait suffi à en tordre le cou. J'en prends un exemple simple. Mais qui est le premier délateur des antivaleurs en République du Congo? C'est entre guillemets l'homme le plus puissant de ce pays. Alors, si vous avez la couverture des déclarations du premier magistrat, à quel moment faillissez-vous? À quel moment faillissez-vous? C'est à cet instant que la responsabilité, n'est-ce pas, de la corruption tombe sur l'entièreté de la conscience collective. Et à ce niveau-là, à partir du moment où dans ce pays, ne crie au voleur que celui qui a le moins volé, ne crie au voleur que celui qui a le moins volé ou celui qui n'a pas eu l'opportunité de voler, je souhaite que le débat sur la lutte contre la corruption puisse se focaliser sur la réelle volonté de la conscience collective. Où veut-elle aller, n'est-ce pas? Et sur un changement intégral de mentalité pour rejoindre ici mon jeune frère. Dernier. Je vous pose cette question. Je vous en prie, j'en ai terminé. Je vous la pose quand même. Vous êtes sur la question. Oui. Que pourrait, selon vous et selon les autres, changer la haute autorité de lutte contre la corruption qui serait dirigée par une personnalité indépendante issue d'un appel à candidature publique? Vous êtes le premier à répondre à cette question. Il y a eu une réaction, n'est-ce pas, à l'action de la Commission nationale de lutte contre la fraude et la corruption et autres institutions assimilées. Il y a eu une réaction. C'est l'opportunité jugée par le politique de la dissoudre en vue d'une autre. On suppose donc qu'on veut donner un nouvel élan à cette institution. Et cette institution se fait fort de cette volonté du pouvoir public de lutter, mais alors de manière plus efficace encore, n'est-ce pas, contre la corruption. Et les arsenaux... Dirigé par une personnalité indépendante. Indépendamment. Les arsenaux, vous avez fait allusion aux outils, n'est-ce pas? Les arsenaux existent. De la Constitution, n'est-ce pas, à nos institutions judiciaires, nos parquets, la Cour de compte, etc., nos commissariats, voici tous les arsenaux, tout l'ordonnancement juridique qui sera mis à la disposition de haute autorité pour que son action soit efficace. Mais je reviens sur un constat qui sera très... Et après, 2 minutes. Il n'y a aucun problème. Sur un constat qui a été fait en 2003 dans ce pays. Je suis à l'époque... au petit bonheur de la chance, attaché au cabinet chef de l'État, dans un département que l'on appelait, qui a été dissous, département organisation et méthode. Et à ce titre, je suis invité en qualité d'attaché à participer aux travaux de préparation du plan national de lutte contre la corruption en cours. Et j'ai le bonheur, je rappellerai toujours ce monsieur de valeur, j'ai le bonheur de travailler dans le même atelier que le défunt ministre Simon Foutou, qui fut à l'époque ministre d'État en charge du contrôle d'État. Et alors un homme de poigne. Nous avons eu du mal à réfléchir, n'est-ce pas, aux outils, aux mécanismes d'arrêt de la corruption ou de frein, n'est-ce pas, à sa propagation, du fait d'un constat. Dans nos cultures, bantou, je dis bien bantou, parce qu'une fois de plus, une certaine communication dans ce pays a tendance... Dans nos cultures, la notion de tolérance, n'est-ce pas, inscrite dans l'anthropologie du bantou, fait que mais alors, il est extrêmement difficile d'aller à la sanction, trouvant donc des mécanismes, n'est-ce pas, alternatifs à la notion de sanction telle que nous a été prescrite par le droit d'inspiration gréco-latine. Et c'est par ce mot que nous allons retrouver Zedong du côté de la régie pour une pause, et nous reviendrons pour avoir les réactions de Joshin, de Mexon et de Welcome. C'est bien cela. À tout à l'heure.
Retour sur ce plateau du grand débat. Quels outils, quels acteurs pour la lutte anticorruption? Nous sommes ici avec Christian Bouanga. Vous êtes analyste, juriste et membre du Cercle de réflexion Énergie républicaine. Nous sommes avec Joachim Manza. Vous êtes le directeur du nouveau journal L'Horizon africain qui vient de paraître. À ma droite, il y a M. Mekson Animba. Vous êtes président du Forum pour la gouvernance et les droits de l'homme. Et à votre droite, j'ai M. Welcome Amour, président et coordonnateur de l'ONG Afrique Émergence. Une question a été posée, M. Christian a répondu. J'aimerais bien avoir la réponse de M. Mekson. Que pourrait changer, selon vous, la haute autorité de lutte contre la corruption qui a été créée, si celle-ci est dirigée par une personnalité indépendante issue d'un appel à candidature publique? Est-ce que on pourrait s'attendre dans ce moment-là à des bons résultats, à une efficacité? Merci, Mekson. Avant de revenir assez rapidement, parce que c'est bien qu'on évacue certaines questions, mais je reviens assez rapidement. Mais je voudrais juste rapidement revenir sur la question des faisceaux d'indices qu'a soulevé Christian tout à l'heure. Je voulais dire que je suis d'accord avec lui sur une seule chose, c'est que la corruption, c'est une infraction très discrète. Et ce n'est pas forcément le fait des gens intelligents. C'est des gens malins, pas intelligents. Mais je voulais surtout aussi ajouter que, comme toutes les choses discrètes, il y a des indices. Monsieur Foucault, pour vous marier, il n'y a aucune preuve que vous avez consommé votre mariage parce que c'est entre quatre murs. Mais lorsque votre femme, le ventre commence à grossir, on se rend bien compte qu'il s'est passé des choses, que le mariage a été consommé. La corruption, c'est comme ça. Vous gagnez 10 000 francs par mois. Au bout de 12 mois, une année, ça fait 250 000. Au bout de 2 ans, ça fait 500 000. Mais au bout de 2 ans, vous avez un patrimoine immobilier d'à peu près 1 million. Il y a quand même 500 000 francs qui ne ressortent pas de vos ressources connues. Ce sont des indices, il faut creuser d'où ça vient. Ce n'est pas forcément le fait de la corruption, mais ce sont des indices qui montrent qu'il y a problème. Il y a un enrichissement indu qu'il faut expliquer. Il faut que les gens expliquent ça vient d'où. Je voulais juste rapidement, sur la question des indices évoqués par monsieur... rapidement réagir. Mais il faut qu'on avance. Il faut bien qu'on avance. Alors, vous avez 1 minute de réaction. 1 minute. Une minute. Nous avons chez nous un type de fiscalité qui est plutôt déclaratif, premièrement. Nous avons chez nous une tolérance, n'est-ce pas, qui est communément admise, mais tout le monde profite. C'est que dans tous les États sérieux du monde, un fonctionnaire est interdit de commerce. Comme par extraordinaire, aucun fonctionnaire en République du Congo ne s'interdit d'ouvrir une boutique devant chez lui. N'est-ce pas? À ce niveau d'approche, les sources de revenus sont des plus variées. Je n'excuse personne, je veux simplement dire que dans la rigueur scientifique qui doit guider l'action de quelqu'un comme moi, je ne peux pas me contenter, n'est-ce pas, entre guillemets, de signes extérieurs de richesse. Et la preuve matérielle ici ne peut pas venir de la présomption d'une richesse. À mon sens, si je suis avocat et que celui qui est en face de moi fustige, n'est-ce pas, mon client en évoquant simplement la beauté de sa voiture et le volume de son ventre, et je dis, je suis certainement en face d'un non-initié. Je reviens du côté de M. Mekson. Alors, lorsqu'on vous écoute, est-ce que cet homme, il faut qu'on avance, est-ce que cet homme indépendant, cette personnalité indépendante issue d'un appel à candidature publique pourrait changer les choses, mais de manière efficace, mieux que la commission et l'observatoire anticorruption, qui pour certains n'ont pas été efficaces? Je pense que oui. Si la personne est choisie par appel d'offres et que le mécanisme est suffisamment objectif pour prendre le meilleur candidat, pour sélectionner le meilleur candidat, celui qui arrive, il sait qu'il doit son poste à personne. Il sait qu'il doit son poste à un mécanisme objectif qui va l'évaluer selon les résultats qu'il aura donnés. Donc, ça ne sera pas une évaluation subjective sur la base de est-ce qu'il a bien respecté les consignes, mais est-ce qu'il a bien rempli ses termes de référence. Mais ce n'est pas suffisant, mais c'est déjà un bon pas
vers l'indépendance de cette institution, que cette personne ne dépende pas de la volonté de qui que ce soit, mais d'un mécanisme objectif et transparent qui le sélectionne. Cette personne-là arrive avec suffisamment d'indépendance. Il sait qu'il doit son poste à personne. Monsieur Joachim, que pourrait changer la haute autorité de lutte contre la corruption avec une personne, dirigée par une personnalité indépendante, issue d'un appel à candidature publique? Mais j'ai presque par anticipation répondu à cette question. Rien du tout. Oui, mais en vous disant que qu'est-ce qu'une institution anticorruption peut faire seule, dans un contexte où les autres institutions, les institutions classiques, n'ont pas les moyens nécessaires pour les accompagner. Et donc, qu'on choisisse les fonctionnaires qui vont, ou les animateurs de ces institutions, par concours, par appel d'offres, par tout ce que vous voulez, ils vont aller travailler, ils vont faire des enquêtes. Et ces enquêtes, quelle est leur finalité? Mais c'est aller à la justice. C'est la justice qui a le pouvoir. Et on a un brillant juriste qui vient de nous le rappeler. Donc, c'est bien, ces modes, c'est démocratique, c'est pour probablement choisir les cadres les plus compétents et tout, et puis éviter la cooptation, justement les influences aux nominations, et ainsi de suite. Mais de manière générale, si on veut lutter efficacement contre la corruption, il faut voir le problème dans son contexte global. Donc il nous faut un appareil judiciaire, je répète, où on a des parquets bien équipés, avec des budgets nécessaires, où les procureurs diligentent des enquêtes. Je voulais revenir sur un aspect que Christian a évoqué, d'institutions fortes. Non, juste pour passer rapidement et le rassurer. Je sais que son envol de juriste l'a conduit à nous faire un développement assez scientifique et pas facile à comprendre. Mais je voulais juste dire que, parlant des institutions fortes, j'ai donné l'exemple des démocraties avancées, mais en réalité, on peut donner des exemples chez nous-mêmes. Vous savez, dans nos traditions, on atteint des institutions fortes. Dans nos traditions, comme il a parlé des traditions bantoues, on avait atteint le niveau d'institutions fortes. Tout simplement, mon cher Mexan, vous savez, au village, on n'avait pas besoin de fermer les portes avec des cadenas ou et tout. C'était juste, je ne sais pas, un bout de bois qu'on mettait et personne ne venait voler chez vous. Mais pourquoi? Pourquoi? Mais parce que celui qui commettait le vol, mais quand il était pris, contrairement à ce que dit Christian, que la culture bantou n'aime pas la sanction, était sanctionné. On le conduisait à avouer son forfait. Bantou n'adhère pas aux sanctions telles qu'elles ont été proposées par la civilisation gréco-latine. Nous avons notre modèle de sanction. Voilà. Enfin, les modèles peuvent différer. L'objectif est là, c'est la sanction. Donc la culture bantou punissait, sévèrement. Vous savez qu'il y avait ce supplice qui consistait parfois à exécuter des voleurs sur la place du marché vivant. Enfin, vous connaissez tout ça. Donc, il y avait quand même la sévérité et tout. Et ça, c'est dans nos cultures. Donc, nos cultures ont connu aussi des institutions fortes. L'institution forte, c'est simplement celle dont l'autorité est légitimement reconnue par les usagers, par les citoyens. Donc, et qui respecte les procédures, les pouvoirs qui sont les siens. C'est ça. Donc, l'institution forte ne va pas dans l'abus, et quand elle commet un abus, elle le reconnaît. C'est ça l'institution. C'est-à-dire le respect, l'état de droit, le respect des procédures. C'est ça l'institution. Or, quand il y a la corruption, quand il y a les influences, il y a des personnes, de par les positions qu'ils occupent, tout simplement dans l'appareil d'État, font qu'ils peuvent se protéger contre une procédure judiciaire.
Nous sommes encore à ce stade-là, malheureusement. Et c'est ça, c'est pour cela que l'opinion, mon cher Christian, s'interroge. Parce que vous avez parlé de faisceaux, d'indices, ainsi de suite. Mais vous savez très bien aussi que, et ça c'est le droit qui le dit, le procureur peut se saisir de la clameur publique. On dit, mais, et même en fiscalité, il y a ce qu'on appelle l'apparence, les apparences de richesse. Un citoyen qui est fonctionnaire de l'État, dont le salaire est par exemple de 250 000 francs, il roule Ferrari dans la ville, il roule Lamborghini. Ça peut être un cadeau. Hein. Justement, ça peut être un cadeau. Merci beaucoup. Mais l'inspecteur général des impôts peut l'appeler pour chercher à vérifier. Et il va vérifier, mais tiens, fonctionnaire, où est-ce que vous avez eu cette Lamborghini? Cadeau du roi, et puis voilà. Ben justement, si c'était un cadeau, il va le justifier. Et donc, ce que je voulais dire, dans le débat que nous avons, dans le débat qu'il y a dans le pays, c'est que dans l'opinion, on s'interroge. Il y a quand même des personnalités sur lesquelles on ne dit pas qu'ils sont auteurs, mais quand même, il y a un faisceau de soupçons. Je crois que la meilleure manière pour ces personnalités, pour ces acteurs, de confirmer leur main sans tache, hein, c'est peut-être, comme on dit, de passer au scanner, tout simplement. Et qu'on passe, parce qu'on va dire présomption d'innocence. Oui, la présomption d'innocence. Mais la présomption d'innocence est à l'intérieur d'une procédure judiciaire. En dehors de la procédure judiciaire, on ne parle pas de présomption d'innocence, on parle d'innocence. Je suis innocent, personne ne me soupçonne de rien, je suis innocent. Mais dès lors qu'on va dire, Mexon, vous êtes bon, on vous soupçonne de ceci. Ben, vous avez la présomption d'innocence. Ben, on vous envoie chez le juge pour aller vous défendre. Vous avez vos arguments, vous allez vous défendre, de la force et on va vous applaudir. Parlons de la force de cette institution. Alors, il y a quand même quelque chose qui frappe à l'œil. Avant, on parle de commission nationale et d'observatoire anticorruption, mais cette fois-ci, on parle de haute autorité. C'est une haute autorité. En ce moment-là, on peut imaginer que le tableau, la configuration serait différente et ferait de telle sorte que cette haute autorité, si ce n'est pas le président lui-même, en tant que haute autorité, qui serait peut-être là aussi. Probablement, mais vous savez, avec le système des immunités, avec le système de la spécialisation des juridictions, on va toujours retrouver le même problème. C'est-à-dire que cette haute autorité anticorruption, elle va mener des investigations. Bon, si à supposer qu'elle en arrive à pointer un ministre, mais vous savez que pour mettre un ministre devant la haute cour de justice, il y a toute une procédure. Oui, et cette procédure passe pratiquement par la décision du président de la République. Parce que c'est le président de la République qui, d'après la Constitution, seul lui peut appeler le Parlement en congrès. Seul lui. Or, un ministre ne peut être déféré devant la haute cour de justice que par le Parlement réuni en congrès. Et donc c'est le président qui doit appeler le congrès du Parlement pour décider si le ministre Mexon Foucault voilà, n'est pas corrupteur, voilà, peut être déféré devant la haute cour de justice. Donc ça passe toujours par la volonté politique. Donc c'est pour cela que je vous dis, on va... Vous prendrez la parole. Hein, c'est une très bonne chose. Vous prenez là quand vous voulez. C'est peut-être une très bonne chose. Plus il y a des soupçons d'influence, n'est-ce pas, des pouvoirs politiques, c'est peut-être une très bonne chose que le pouvoir, n'est-ce pas, ou le monopole de la convocation du Parlement réuni en congrès revienne au chef de l'État, qui, je l'ai dit tout à l'heure, est le premier, n'est-ce pas, à crier haro sur la lutte contre la fraude et la corruption. Donc il sera nécessairement porté à sa connaissance des faisceaux d'indices, n'est-ce pas, d'actes de corruption, et très certainement que pour aller dans la logique de ses propres prescriptions, il réagira. Donc sur ce plan, je suis extrêmement confiant et optimiste quant à l'avenir. Pour revenir au contenu de cette nouvelle institution en charge de la lutte contre la corruption, je dis, c'est déjà une très bonne chose que pour une institution publique, il est décidé que son patron provienne de tous horizons. C'est le cas de le dire. On ne va pas rentrer dans d'autres détails. Ceci traduit au moins l'intention des gouvernants de perfectionner, n'est-ce pas, l'outil de lutte. Maintenant, quant à ces résultats, c'est là où je voulais en venir. Quant aux résultats escomptés,
Posons-nous la question de savoir comment allons-nous réellement apporter quelque chose. Et à ce niveau-là, je repars à la base. Je disais lors d'un récent débat auquel j'ai participé ici que je suis plutôt marxiste, n'est-ce pas? Lorsque, oui, je rappelais une citation de Karl Marx qui disait simplement que l'infrastructure détermine la suprastructure. Il faut parfois parler au peuple avec des images qui sont claires. Vous avez des membres du gouvernement, peut-être pas celui-ci, mais enfin de manière générale, des personnes qui, avant d'avoir été nommées, étaient de conditions sociales modestes, parfois précaires, n'est-ce pas? De l'instant où ils sont nommés, un afflux de personnes se retrouve dans leur cour, avec obligation ce soir-là même d'organiser un grand banquet, n'est-ce pas? Qui fait appel à la recherche, n'est-ce pas, de l'enrichissement rapide? Qui fait appel à cette recherche? Est-ce celui qui est en position, n'est-ce pas, qui, une fois qu'il est installé, veut aller voler, ou les pressions sociales des personnes qui, le jour même où il est nommé, viennent lui rappeler, n'est-ce pas, des dettes morales qui doivent être transcrites, n'est-ce pas, en numéraire? À ce niveau d'approche, posons la question de savoir d'où vient véritablement ce phénomène. Alors, oui, mais nous avons... Vous m'avez présenté, c'est un peu peut-être mon objet aussi ici, vous m'avez présenté sous une casquette, celle de réflexion énergie républicaine, au-delà, n'est-ce pas, des aspects académiques de certains discours, tentant d'apporter une contribution, je dirais, pratique. Il faut le dire à nos populations. Je pense que cette antivaleur qui est décriée, la corruption, n'est-ce pas, cessera à partir du moment où le Congolais commencera à demander autre chose. Lorsque vous allez à l'hôpital, que vous êtes arrivé en 10e position et que vous voulez être reçu en 3e et prévoyez un billet de 2000, vous êtes déjà dans des actes qui sont soit de la corruption, soit assimilables à de la corruption. Bref, voilà ce genre de choses qu'il faut fustiger. Voilà le discours qui doit être développé, entre autres, par les institutions en charge de l'instruction civique pour dire... Eh bien, ce sont ces gouttes d'eau, n'est-ce pas, de malhonnêteté, parfois périphériques, qui, en définitive, atteignant l'épicentre, prennent alors des dimensions que nous décrions à des niveaux nationaux, parfois mondiaux. Monsieur Vexon, allez-y. Merci beaucoup. Je voudrais que, premièrement, on arrête de diluer la responsabilité de la corruption, de la conscience collective. C'est une affaire, avant tout, c'est une faute individuelle. C'est une intention individuelle de s'enrichir au détriment de la nation, au détriment de l'intérêt général. C'est avant tout une faute individuelle. Arrêtons de la diluer dans la conscience collective. La deuxième chose que je veux dire, c'est concernant les pouvoirs que pourrait avoir cette autorité. Cette haute autorité. Oui, je venais de dire... Oui, haute autorité. Oui, hein. je venais de dire que le fait que l'animateur soit indépendant était un critère peut-être aussi d'objectivité, mais ce n'était pas suffisant. Les pouvoirs même de cette institution, Joachim l'a rappelé, et je voudrais ici, Christian, j'ai aussi l'avantage d'être juriste comme vous, et de rappeler que le législateur est souverain pour donner aux institutions qu'il crée les pouvoirs qu'il veut, même les plus élargis. Le législateur peut décider que cette haute autorité a le pouvoir de poursuite. Dès lors que c'est écrit dans les grandes lois, les lois les plus élevées dans la hiérarchie des normes, dès lors que le législateur primaire ou dérivé le dit, c'est faisable. La deuxième chose que je voulais rappeler, c'est qu'on peut dire qu'en matière de corruption, il n'y a pas d'immunité. Tout ça là, c'est le législateur qui est libre de le dire ou pas. On peut décider qu'en matière de corruption, il n'y a pas d'immunité. Ça veut dire que les poursuites se font sans procédure préalable. Donc, il n'y a pas d'immunité de juridiction en matière de corruption. Je suis d'accord. Pardon, excusez-moi, on est en train de spéculer simplement. Mais aussi, je voulais encore faire une mise au point. Joachim l'a rappelé, les indicateurs. On n'a pas dit ici que les indices sont des preuves. On a dit qu'il y a des indices qui peuvent être la clameur publique, mais qui peuvent être les apparences. Hein, les apparences, donc le côté ostensible. Ce n'est pas une preuve, mais c'est un indice qui peut permettre de creuser. Est-ce qu'on peut vérifier comment il se fait que, si c'est une Lamborghini qui a été offerte par un beau-frère, il suffit de vérifier, après des preuves que c'est un don, il n'y a pas de problème. Mais il faut quand même dire, ça vient d'où?
On a le droit de vérifier ça vient d'où. Mais tout ça, ce sont des preuves. La traçabilité. Voilà. Et donc, c'est ça que je voulais faire comme mise au point. Monsieur Elcom voudrait réagir quand même. Je voudrais terminer en disant, c'est pas les dénominations qu'on va donner aux institutions qui va déterminer leur pouvoir. Vous faites votre enfant, vous l'appelez médecin, il ne serait pas pour autant médecin parce que de son acte de naissance, il a écrit médecin. Monsieur Foucault, médecin. Il faut qu'il ait une formation de médecin pour qu'il puisse, il ait les éléments de base pour pouvoir traiter une quelconque maladie. Ce n'est pas la simple dénomination qui ferait de lui un médecin. Merci. Monsieur Elcom, est-ce que vous pensez que cette personnalité issue du monde indépendant et d'un appel à candidature publique pourrait faire les affaires? Bien sûr que oui, pour rejoindre l'idée de mon ancien, M. Joachim, il a déjà dit, il a soulevé ce point. Moi, je pense qu'on doit faire l'appel à candidature parce que les gens qui seront à cette haute autorité de lutte contre la corruption, ils ont quelle moralité? Ils ont quel témoignage? Parce qu'on doit mettre en tête des gens qui ont eu un bon témoignage et que la population peuvent savoir quelque chose, peuvent savoir, comment on appelle ça, approuver que monsieur, par exemple, Joachim, c'est un homme dont on peut faire confiance. Je peux me permettre de donner un exemple. Et cela, je ne suis pas là pour peut-être apprécier, chercher, bon, comme vous voyez, que peut-être après j'ai une petite enveloppe. Moi, si j'étais, par exemple, le chef de l'État, je mettrais à la tête de cette haute cour monsieur Luc Demon Mateta. Mais pourquoi? Parce que tout le monde me porte un bon témoignage pour ces messieurs. Après la guerre, qu'est-ce qu'a fait monsieur Mateta? Il est venu remettre l'argent, les milliards, je sais pas combien de milliards qu'il possède, il est venu remettre dans la tête de l'État. Dans ce pays, le Congo, qui a déjà fait ces genres d'actes? Personne. Donc moi, je pense qu'il faudrait qu'on puisse mettre à la tête des personnes qui ont plutôt un bon témoignage approuvé par la population, par rappel à la candidature, bien sûr que oui, et donc peut-être avant de procéder, d'être installé par exemple, ils devront passer sur une table ronde, faire un débat. Ça va se passer comme aux États-Unis. Tu proposes ton projet, bon, quelles sont les différentes stratégies que toi tu proposes, tu dois mettre en place pour éradiquer ce fait. Et en passant, je tenais aussi à faire rectifier ce que mon grand frère a dit concernant la problématique de la corruption. On a besoin des idées. Donc en matière de solutions, il n'y a pas des idiots. Par essence, personne n'est idiot. Certes, oui, la jurisprudence est là, mais cette même jurisprudence, depuis que ça existe, ça nous apporte quoi? Nous souffrons. Cette jurisprudence, depuis que ça existe, je n'ai pas nié les compétences. Je sais que tout pays fonctionne à base de droit. C'est le droit. Je ne suis pas juriste, mais bon, j'ai d'une manière lapidée, quelques connaissances en droit. Ici, ce n'est pas une question d'abord de droit, question d'apporter des vraies solutions durables et surtout pour éradiquer ces phénomènes comme ça. Parce que là, nous souffrons. Monsieur Elcom, vous avez peint tout à l'heure le profil d'un de vos candidats. On appelle candidat comme ça, on va accepter ce langage. Pour vous, le profil d'un bon dirigeant pour cette haute autorité de lutte contre la corruption, vous proposez monsieur Luc Adamo Mateta. Est-ce que c'est le profil que vous proposez, monsieur Christian? Je n'entends pas. Il nous reste de faire la promotion de. Mais il aura quel profil finalement, ce monsieur? Mais écoutez, il a été dit qu'il sera fait appel, n'est-ce pas? Mais vous imaginez son profil comment? Dans cet entourage, donc qui épouse les valeurs de la République et qui souhaiterait voir les choses évoluer très rapidement. Je reviens, voilà. Monsieur Megzan a fait deux propositions, n'est-ce pas, sur la manière d'étoffer les pouvoirs, n'est-ce pas, les prérogatives qui reviennent à la santé. Mais je reviens encore sur une chose. Je pense qu'on vit aussi d'exemples de droit comparé. Je ne connais nulle part au monde un pays qui aurait cédé l'opportunité de justice, de poursuite à une institution autre que. On ne va pas faire un débat scientifique sur la question. Voilà. Deuxièmement, la loi est de portée générale. Vous allez prescrire, n'est-ce pas, les faisceaux d'indices comme mécanisme, n'est-ce pas, de recherche de preuves de corruption. Mais ça s'applique à tout le monde. Mais moi qui suis sur ce plateau, puis-je démontrer que mon salaire a payé cette tenue? Cela va s'appliquer à tout le monde. À ce moment-là, le principe même de l'ordre public, proscrit, qu'il soit procédé à de telles évaluations. Je pense que les moyens par lesquels les investigations sont menées aujourd'hui sont, à mon sens, d'une certaine objectivité. Pour le reste, justement, comme je le disais si bien, puisque dans ce pays, je le répète encore, ne crie au voleur que celui qui a le moins volé,
Please, que la communauté nationale prenne en charge la question de la lutte contre la fraude et la corruption. Monsieur Joachim, vous l'imaginez comment le profil de ce monsieur, C'est de ce shérif de la haute autorité de lutte contre la corruption? Il sera comment ce shérif? Avec un chapeau, une arme comme ça, les colts, il sera comment? Mais il faut que ce soit quelqu'un de terrain. Ouais. Hein, il faut que ce soit quelqu'un qui descende sur le terrain, qui soit compétent, courageux, efficace, et puis évidemment d'un bon niveau pour bien analyser ses actions et puis atteindre ses objectifs. C'est sûr. Et puis il faut qu'il soit quelqu'un qui soucieux de son image, donc du retour des actions qu'il va conduire. Donc, on n'a pas besoin de quelqu'un qui croira qu'il a eu un poste, maintenant il peut s'asseoir, et puis voilà. Donc, je crois que c'est ça qu'on est en train d'attendre. Mais il y a aussi un débat qui est en train de... Oui, mais il ne nous reste pas assez de temps, malheureusement. Il faut bien qu'il réponde. Son profil à lui, c'est celui de Joachim, celui de M. Bwanga. Oui, je pense que Joachim. beaucoup de choses ont été dites. Un homme de courage, un homme de principe, un homme dont la probité morale et de notoriété public, mais aussi un homme capable de résister aux pressions. Mais je voulais revenir rapidement. Si vous permettez, rapidement. Il ne reste plus de temps. Oui, bah alors, en 15 secondes, allez-y. Oui. Pour rappeler qu'il y a la grande et la petite corruption. C'est quoi la petite corruption? Vous partez à la mairie de Wenzé pour un acte de naissance. On vous dit, il y a la poussière, il faut le lait. C'est criminel, hein, c'est condamnable. Mais ce n'est pas comparable. C'est plutôt une corruption qui est un phénomène. Excusez-moi. Vous parlez de choses sérieuses. Si vous permettez. Le principe de l'égalité, de l'objectif. Ce que je voulais dire interdit cette classification. Si vous permettez. Il y a un voleur, que ce soit 100 francs, que ce soit 5 francs, reste un voleur. Si vous permettez. Vous créez des situations, des institutions sui generis. Si vous permettez. Vous m'avez dit que vous étiez juriste. Si vous permettez. Vous êtes lançant là dans toutes les si vous permettez, dans toutes les infractions, en fonction du caractère dangereux pour la société, une classification en contravention, en délit et en crime. La différence se fait par les peines qui s'appliquent à ça. Mais c'est lié au caractère dangereux de ça. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'on ne crée pas la haute autorité pour lutter contre la petite corruption. Mais c'est contre la grande corruption parce que c'est elle qui mine l'économie nationale. Nous allons rendre l'antenne. Malheureusement, nous n'avons plus assez de temps. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que lorsqu'on va acheter un diplôme ou ce qu'un infodiplôme, on est tous corrupteurs, quelque part. Donc il va falloir, comme a dit M. Christian, il va falloir repartir peut-être au niveau de la base. Voilà. La corruption est l'objectif, mais les modus operandi procèdent du recours, n'est-ce pas, aux infractions assimilées. On ne crée pas la haute autorité pour ça. On crée la haute autorité pour la grande délinquance. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce débat. Le débat est fini, mais il a été passionnant. Il va peut-être se poursuivre. Cela dépendra de ce que la direction générale voudrait qu'on fasse de la suite. Merci d'avoir été des nôtres. Monsieur Christian Bwanga, merci du cercle de réflexion énergie républicaine. La République, c'est vous. Vous avez ce lourd fardeau de ne pas porter le Congo sur votre tête, mais d'apporter les solutions au Congo. Nous faisons cet effort. Monsieur Joachim Banza, vous êtes journaliste et patron du nouveau journal L'Horizon Africain. J'ai eu l'occasion de le lire, le tout premier numéro 0. De très très bonnes analyses, notamment en matière économique. Monsieur Mesma Nimba, vous êtes président du Forum pour la gouvernance et les droits de l'homme. Je vous lis également, j'aime bien vos rapports. Et puis j'ai monsieur Welcome Amon Joseph, président et coordinateur ONG Afrique Émergence. Bravo pour tout ce que vous faites en milieu jeune, pour leur apprendre déjà que la corruption est un fléau. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Au prochain débat, au revoir. Merci.